Passons à présent à des considérations de marché et d'investissement plus immédiates, peut-être avec Bertrand Puif, gérant Action Internationale chez Fidelity. Bonjour et bienvenue Bertrand. Bonjour. L'idée de dresser un état des lieux, là aussi, de la situation des marchés actions, notamment au terme ou quasi-terme de ce mois de mars, terme du premier trimestre de l'année 2023, avec un mois de mars qui marque une rupture. C'est une question peut-être par rapport aux dynamiques de marché qu'on observait depuis le début de l'année. Je note que c'est un mois qui sera négatif pour les actions, mais positif pour l'obligataire. C'est un mois où on a vu une rotation à nouveau dans les marchés actions vers plus de secteurs défensifs ou de croissance visible. À ce titre, intéressant de noter que les États-Unis retrouvent leur surperformance historique par rapport au marché d'actions en Europe, ce qu'on n'avait plus vu depuis quelques mois maintenant. La vol action reste toujours relativement mesurée par rapport à une vol obligataire qui, elle, a à nouveau explosé au cours du mois de mars. Voilà, c'est quelques paramètres de marché que je mets sur la table. Bertrand, quel est l'état des lieux que vous dressez à ce stade-là sur les forces et faiblesses du marché action? Si on met les choses en perspective, c'est vrai que fin février, on avait quand même des marchés qui avaient pas mal monté, on va dire, qui anticipaient des bonnes nouvelles. On parlait même de potentiellement pas de récession. Le consensus était d'ailleurs sur cette opinion qu'il n'y aurait pas de récession, que ce soit aux États-Unis, mais également en Europe. Et donc on était un petit peu dans l'euphorie, et c'est vrai que là, cette problématique bancaire a généré donc des prises de profit sur les marchés actions. Et également, effectivement, c'est vrai, une rotation. Alors, c'est vrai que la value sur les 18 derniers mois avait quand même fortement rebondi. Ouais. Donc là, ça a été aussi l'occasion de prendre des profits sur ce rebond. En ligne également avec la détente sur les taux longs, qui était liée au fait que le marché... alors, c'est plus exactement le cas aujourd'hui, on est en train de sortir de cela, mais en tout cas, les 3 dernières semaines, c'était de dire les banquiers centraux vont être obligés de faire quelque chose pour pouvoir garantir cette liquidité bancaire, parce qu'on pensait qu'elle allait être un problème. Voilà. Et donc, cette détente sur les taux, et derrière, les gens, effectivement, achètent des belles valeurs de croissance défensives, et on a cette correction. Bon, nous, on pense que... alors, si on regarde cette crise, entre guillemets, qui n'est pas vraiment une crise bancaire, elle est focalisée sur certains acteurs très particuliers, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Nous, on pense qu'il n'y a pas de risque vraiment de revivre un moment Lehman, comme en 2008, avec un secteur bancaire qui craque et derrière ce qu'on appelle un credit crunch. Probabilité extrêmement faible. Le sudden stop, la falaise. Voilà. Tout s'arrête du jour au lendemain, la confiance disparaît plus qu'elles ont totalement. Dans leur bilan, voilà. D'accord. Et là, il faut faire un parallèle, c'est vrai, entre les États-Unis et l'Europe. L'Europe, depuis la crise de 2008, a mis en place, avec une accélération à partir de 2012, une régulation pour les banques en particulier, qui est extrêmement dure, avec cette obligation, je prendrai juste cet exemple-là, d'avoir l'essentiel de ses actifs en mark-to-market, c'est-à-dire vraiment de refléter à chaque fois qu'ils publient tous les trimestres la valeur, ou mieux, la valeur des actifs et en règle générale la valeur de marché. Aux États-Unis, on s'est rendu compte que c'était un peu encore le Far West, entre guillemets, avec des banques qui avaient la possibilité, on l'a vu avec SVB, de garder au coût historique des actifs qui pourtant s'étaient dépréciés fortement. Voilà. Ce qui n'aurait pas été possible en Europe, en tout cas depuis 2012. Donc de ce côté-là, et on a également des banques qui se sont recapitalisées, qui ont vraiment des bilans très sains en Europe. Crédit Suisse est vraiment... l'arbre qui cache la forêt, donc effectivement... Le suspect que tout le monde a en tête depuis plusieurs années maintenant, qui a même peut-être remplacé Deutsche Bank ces dernières années dans les suspects idéaux ou habituels que le marché a en tête. De zombie stock, là on a vraiment l'exemple type de ce qu'on appelle une zombie bank, c'est-à-dire que, pour différentes raisons... La problématique n'a pas été réglée. Elle aurait dû être réglée déjà depuis plusieurs années pour Crédit Suisse, d'une manière ou d'une autre. Et il a fallu attendre qu'il y ait cette mini-panique autour de spécifiquement cette banque-là pour que les autorités soient amenées à agir. Bon. Épiphénomène, de notre point de vue, on voit que le stress, depuis quelques séances, notamment sur le secteur bancaire, est en train un petit peu de retomber. Donc ça, c'est plutôt positif pour tout le monde, pas que pour les banques, pour l'économie en général. Bien sûr. Mais voilà, donc aujourd'hui, les banques, dans leur valorisation, elles price une récession quand même, ce qui n'est pas le cas du marché. Non. Et donc là, on a aussi des notions contradictoires. Voilà. Sur le secteur bancaire spécifiquement, Bertrand, donc, je comprends, on écarte le scénario d'un moment Lehman. Néanmoins, il y a quand même la question de la rentabilité et du modèle économique des banques dans un monde différent aujourd'hui. Que les banques soient solides,
c'est une chose. Qu'elles aient les liquidités, les ratios de liquidité et de solvabilité nécessaires pour encaisser les chocs, c'est une chose. Quid de la rentabilité quand même du modèle bancaire dans un monde où la liquidité n'a plus le même prix aujourd'hui, dans un monde où effectivement les dépôts bancaires étaient peut-être sous-rémunérés par rapport à ce que le marché offrait. Il y a une forme de révélation de ce point de vue-là de la part des déposants qui ont compris que les dépôts, la rémunération qu'on leur offrait sur un compte bancaire n'était pas à la hauteur de ce qu'ils pouvaient trouver sur le marché sur des produits monétaires, etc., etc. Ça change quand même pas mal de choses et pas mal de paramètres de rentabilité pour le secteur bancaire dans un horizon de temps qui peut être long d'une certaine manière. Alors, la pontification de la courbe des taux, qui est à un moment donné inéluctable, devrait permettre au secteur bancaire de retrouver des fondamentaux sains. On rappelle qu'une banque fait de la transformation, donc elle a besoin d'avoir effectivement cette courbe des taux pontifiée. Donc ça, nous, c'est notre scénario. Donc à partir de là, on pense que les banques vont pouvoir avoir des rentabilités tout à fait correctes dans les années à venir, quand on aura effectivement digéré cette phase de remontée des taux courts, qui à un moment donné va se stabiliser. On voit maintenant que le pas de la Fed, c'est plus 50 points de base, c'est 25, et qu'on anticipe le fameux pivot d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, en fonction effectivement donc, du marché de l'emploi américain. Et à partir de là, on pense que ça va permettre à la fois donc, d'anticiper une sortie sans doute de récession qu'on aura eu entre-temps, avec donc les taux longs qui vont se mettre à monter, anticipant donc cette reprise économique portée par la Banque centrale ou les banques centrales, en fonction de ce que fera la Banque centrale européenne, ce qui est plus compliqué. Donc, de ce fait-là, on devrait avoir un environnement plus favorable pour les banques et qui devrait se tenir pendant plusieurs années. Puisqu'on a eu vraiment quand même une succession sur les 10 dernières années donc, d'aberrations entre guillemets économiques, avec des taux longs qui étaient arrivés même en étant négatifs, des taux réels qui ont été négatifs pendant longtemps, et tout ça était lié à des crises très spécifiques qui ont été gérées avec le bazooka par les banques centrales. Bon, on sort de là, et c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de voir des banques centrales agir un peu de manière normative, ne pas s'emballer, ne pas dire on garantit tous les dépôts de toutes les banques, parce que c'est pas forcément le besoin. Et ce sera un mauvais signal aussi. Donc c'est vrai qu'il faut réapprendre, en fait, la normalité économique qu'on n'a plus depuis 10 ans, parce qu'on a eu des crises à partir de Lehman, et puis 2012 aussi la crise de la zone euro, la crise de la dette souveraine, qui ont été vraiment très spécifiques. Mais pour plusieurs raisons, et déjà la première d'entre elles étant la persistance quand même de pression inflationniste, il faut imaginer que les banques centrales résisteront le plus loin possible à l'idée de paniquer d'une certaine manière. Voilà, je pense que la lecture elle est plus favorable. C'est ça. Oui, bien sûr. Si vraiment elle pensait qu'il pouvait y avoir un crédit de crunch à un tel niveau que ça déstabilise l'économie, évidemment, elles n'auraient pas tenu le discours qu'elles ont tenu la semaine dernière en disant, voilà, nous, notre préoccupation aujourd'hui, c'est l'inflation. On a en tête effectivement cette problématique de liquidité, encore une fois, sur des acteurs ciblés et on fera ce qu'il faut, mais on n'en est pas quelque chose de systémique. Donc c'est plutôt un signal positif. Ça veut dire aussi que voilà, l'inflation elle est toujours là. Et il ne faut pas occulter la vraie problématique qui est l'inflation. Combien de temps, jusqu'où elle va aller, et le marché de l'emploi américain qui se tient encore de manière extraordinaire. Au regard du de-rating du secteur bancaire ces dernières semaines et des perspectives que vous avez pu décrire sur des horizons des prochains mois ou des prochains trimestres, est-ce que c'est déjà le moment pour l'investisseur d'anticiper justement une phase plus favorable pour la rentabilité du secteur bancaire ? Voilà, tout à fait. Je veux dire, aujourd'hui, alors... Encore une fois, il faut regarder celles qui ont des banques plus ou moins solides pour qu'elles ne soient pas attaquées. Même encore une fois, si on pense que même celles qui n'ont pas les banques les plus solides n'ont pas de risque de s'effondrer, mais il y a une spéculation qui peut se jeter sur le titre, et on l'a vu sur une grande banque allemande, envoyer le titre 20% plus bas. Bon. Donc l'idée, c'est quand même d'aller rechercher des bilans solides. Encore une fois, il y en a beaucoup en Europe. Par exemple, en Europe du Nord, qui est une région que je regarde pas mal, vous avez des banques, des Swedbank, des Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, Handelsbanken, qui ont des bilans qui sont très solides. Des Core Equity Tier 1 dont on parle, et la mesure un peu proche de 20%, ce qui est quand même un record en Europe. Donc des bilans très solides et une capacité à payer du dividende qui aujourd'hui les met à 8%, voire avec le rachat d'actions à plus de 10%. Et vous payez ça à 7 fois, 8 fois les profits. Donc honnêtement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a dans les banques aujourd'hui, après ce stress, cette baisse de 10-12% du secteur, implicitement une récession qui est pressée. Mais dans le marché
quand on exclut les banques, et puis également donc l'énergie ou l'automobile, qui sont des secteurs très cycliques, on a un marché qui est encore à 15 fois. Et donc, il ne price pas une récession. Non. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Mais en tout cas, quand on investit dans les banques, comme dans l'énergie, comme dans l'automobile, on a déjà des valorisations qui sont tellement au tapis que, soit il y a une récession, et bon, on se dit, c'est déjà dans les cours, donc on va commencer à regarder au-delà et dire, voilà, c'est les premiers titres qui vont se mettre à rebondir parce qu'on va regarder au-delà. Ou alors, effectivement, il n'y a pas de récession, et puis les gens se mettent aussi à dire qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, ça n'a pas marché. Il y a un rattrapage. Voilà. Donc, pour nous, le profil de risque potentiel de rebond de ces secteurs-là, et en particulier, effectivement, des financières et au sein des financières, les banques, aujourd'hui en Europe, est très important. On a plutôt envie toujours d'être donc value dans les stratégies que vous pilotez, j'imagine, Bertrand, même si effectivement, et vous l'avez dit en introduction, le risque de récession, en tout cas l'horizon d'une récession, est finalement beaucoup plus proche peut-être que ce qu'on imaginait il y a quelques mois. Reste la question quand même de l'ampleur et de la profondeur aussi de cette récession, avec toujours un stress bancaire qui peut toujours devenir moins contrôlé que ce qu'on peut imaginer ou espérer. Opportuniste, il faut vraiment être stock picker au jour le jour, aller chercher les opportunités. Alors évidemment, je ne veux dire pas faire du trading au jour le jour. Non. Vraiment, on a dans des listes de suivi des sociétés qui nous intéressent, qui ont des fondamentaux solides, qui sont déjà pas chers, et on se dit que vu les événements un peu extrêmes qu'on a et la réaction importante avec ces pics de volatilité qu'on peut avoir, on peut trouver des titres à un moment donné qui baissent très fortement 1 ou 2 jours et qui étaient déjà intéressants et qui deviennent encore plus intéressants. Donc, et ça, si vous voulez, ce discours-là, on ne l'avait pas forcément il y a 2 ou 3 ans, où vraiment il fallait se dire, oh là là, cette société a 30 fois, c'est vrai que son concurrent est à 35, est-ce que potentiellement elle peut aller chercher ses 35 ? Non, là vraiment, on peut aller, on a vraiment ce qu'on appelle, on a de la deep value. Donc déjà la value est de nouveau intéressante parce qu'on a cette problématique, cette configuration sur les taux longs. Mais en plus, au sein de la value, on a des choses qui sont vraiment très très peu chères et pas de la value trap, pas des choses qui structurellement sont en déclin. Et donc c'est pour cela que, pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui il est intéressant de regarder la value cyclique. La value cyclique, donc on parlait de l'auto aussi, il n'y a pas que les bancaires, l'auto, l'énergie aussi. L'énergie aujourd'hui, le prix du Brent price plutôt un fort ralentissement mondial. Ce qui n'est pas forcément notre scénario, notamment donc, quand on sait que la Chine va plutôt être entre 5,5 et 6% de croissance du PIB. Donc voilà, donc la value cyclique, aujourd'hui, par rapport à la value défensive, qui a plutôt mieux marché en relatif sur les dernières semaines, derniers mois, est plutôt ce qu'on plébiscite. Et encore une fois, cette récession, nous, on ne pense pas que ce soit une récession de bilan, ce qui serait effectivement une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble du marché, y compris pour la value, tout baisserait. On pense que c'est plutôt une récession cyclique, classique. J'entends. Voilà. Et à partir de là, le marché passe son travail d'aller chercher les titres qui déjà anticipent, où on a déjà dans les cours cette récession, par rapport à d'autres où c'est pas du tout dans les cours. L'idée que ça peut être juste une récession normale. Non, mais parce que c'est vrai que tous les référentiels qu'on a en matière de stress financier, de crash économique, ces dernières années, ce sont des référentiels qui sont, historiquement, dans les statistiques, qui sont des points assez écartés de la moyenne. Mais voilà, on peut avoir aussi une forme de récession normale. Qui n'empêcherait pas justement l'investissement dans des compartiments cycliques du marché. Et juste pour illustrer ce propos-là, on n'a jamais eu dans l'histoire un écart de valorisation aussi important entre les 10% des titres les plus chers et les 10% des titres les moins chers. On peut regarder une courbe sur 30-40 ans, on est au plus haut. Donc il y a cette vraie dichotomie. Et parce que les gens sont allés chercher des défensives, et puis on a vu ce réflexe de Pavlov il y a encore sur les dernières semaines. Et aussi, c'est pour ça aussi qu'on est allé aux États-Unis et on a laissé les taux baissent, la récession arrive. On va acheter des belles valeurs de croissance américaine, de la technologie. Bon, en plus, ça avait baissé un petit peu, donc paf. Ça, vous dites, c'est un mauvais pari pour le prochain cycle. C'est un très mauvais pari pour le prochain cycle. Je pense que les portefeuilles sont encore globalement très très investis sur ces secteurs-là. Et qu'il va y avoir un désinvestissement qui, et là c'est la question, est-ce qu'il va être rapide, brutal, très agressif, très brutal, et les titres vont baisser fortement. Voilà, un titre comme Tesla qui avait baissé de 60% l'année dernière a repris 40 ou 50%. Voilà, il y a des choses qui se sont passées quand même un peu structurelles.
Merci beaucoup pour cet éclairage, Bertrand, de fin de mois et de fin de trimestre. Cette semaine marquera effectivement la fin du mois de mars et la fin de ce premier trimestre 2023. Bertrand Puif qui est avec nous en plateau pendant cette demi-heure d'émission, gérant Action Internationale chez Fidelity. Voilà pour Smart Bourse à la mi-journée. Pas d'émission en direct exceptionnellement ce soir. Nous vous proposons un best-of, les meilleurs moments à suivre à partir de 17h. Et nous nous retrouvons demain en direct, bien sûr, à 12h30 sur Bismart.